Chapitre 2. Le business indien. Première partie. Le départ. Je décroche le téléphone. Allô? Mon parrain me dit. Salut Michael. Alors, t'arrives quand en Angola? Je lui réponds. Le mois prochain. Je viens d'envoyer mon passeport à Berne pour la demande de visa. Mon parrain enchaîne. Ok, parfait. Mais avant, je veux que tu ailles en Inde. Je me lance dans l'agriculture et j'ai besoin de pompes et de pivots centraux d'irrigation. Tu vas partir là-bas pour acheter le matériel. Je travaillais déjà avec une grosse boîte, mais ces connards ont triplé leur prix. C'est plus possible. J'ai repéré un nouveau fournisseur qui a l'air pas mal. Je veux que tu te rendes sur place pour les rencontrer. C'est bizarre, ils sont installés exactement dans la même ville et ils ont les mêmes produits que les autres, mais moins chers. Alors va les trouver la semaine prochaine, et si c'est bien, tu achèteras 3 containers de matériel et tu les expédieras ici en Afrique, par bateau avant de venir. Un peu surpris, je lui dis. D'accord, mais j'ai un problème. J'ai envoyé mon passeport pour la demande de visa pour l'Angola. Mon parrain me coupe. Non, va vite faire un deuxième passeport, comme ça tu gagnes du temps. Ça prend moins de 10 jours pour les papiers. Mais tu dois faire toutes tes demandes aujourd'hui même. Je te transmets les contacts en Inde et donne-moi des nouvelles rapidement. Allez, ciao! Il raccroche le téléphone. Je me murmure. Un deuxième passeport, c'est possible ça? Partir en Inde? La semaine prochaine? Rencontrer des fournisseurs? Des pivots centraux d'irrigation? Bon, je commence par quoi? Vite, prendre le billet d'avion et me renseigner pour un deuxième passeport, car je ne peux pas me rendre en Inde sans avoir de visa. En moins de 10 jours, je me retrouve dans un avion British Airways pour une escale à Londres, avant d'arriver 9 heures plus tard, à Mumbai, 10e ville du monde, avec ses 18 millions d'habitants. J'ai réussi à obtenir le deuxième passeport, sous certaines conditions administratives. J'ai obtenu un visa de touriste de 6 mois, relativement facilement, et j'ai pris contact avec ce fournisseur, la société Taga Brothers, qui se trouve à Pune. C'est à 4 heures de route de Mumbai environ. Mais partir en Inde en moins de 10 jours, alors que je me focalisais sur l'Afrique. Pour un premier voyage d'affaires, c'est quand même particulier. C'est seulement dans l'avion que je commence à y réfléchir. Je vais arriver demain, à 11h15 du matin, avec 3h30 de décalage horaire. J'ai de la peine à dormir dans l'avion. C'est en amorçant la descente vers l'atterrissage que ma conscience s'éveille. Une énergie étrange s'installe. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Je me colle au hublot pour scruter la terre depuis le ciel. Pour le moment, je ne vois rien. Je continue à observer. On est toujours complètement dans la brume. Et tout soudain, plop, on file juste sous les nuages et on peut découvrir sur des centaines de kilomètres une étendue immense. C'est une surface gigantesque tapissée de millions de petits cubes, comme si on avait pris un camion-benne rempli de pièces de Lego et qu'on les avait réparties avec un râteau sur un terrain vague ou au bord d'une mangrove. Ce qui est étrange, c'est de distinguer de larges espaces composés de gros immeubles. Ils sont tous entourés d'une sorte de végétation bizarre. Une autre étendue forme une mosaïque infinie de petits rectangles très serrés, bleus, blancs et gris, regroupant des quartiers d'habitation ultra compacts. Mais je ne discerne aucune route qui les traverse. Des parcelles sont couvertes de maisons condensées, entrecoupées de rues minuscules. À différents endroits, on ne voit que de la végétation, mais tout semble rempli d'eau et formé des marécages. Des bras de mer, comme des gigantesques rivières, viennent s'engouffrer dans la ville. Mais le plus bizarre, c'est que tout a l'air enduit de quelque chose d'insalubre. On dirait presque une station d'épuration à ciel ouvert, sans parler du brouillard jaune qui flotte partout et qui bouche entièrement l'horizon devenu brun. Plus on descend, plus on discerne des détails. Je fixe tout ce qui défile. C'est complètement effrayant. On survole maintenant cette énorme surface noire qu'on apercevait du ciel. On découvre chaque miniature. C'est un immense bidonville. C'est peut-être Dharavi. Ce deuxième plus grand bidonville d'Asie, avec ses 223 hectares d'anciens marécages où s'entasseraient près d'1 million de personnes dans une extrême pauvreté. Je me redresse dans mon siège.
J'ai l'impression d'être frappé par le syndrome du pèlerin en plein vol. Je vais atterrir là-dedans. Je fais face à un tableau clinique intéressant. Tachycardie, vertige, sueur et hallucination. Mais je me rattrape assez vite. Vertige, oui, mais tu es à 500 mètres d'altitude, en pleine descente. Hallucination, oui, mais ce que tu viens de voir, tu ne l'avais jamais vu. Sueur, oui, mais on cuit dans cet avion, la clim ne fonctionne pas. Tachycardie, oui aussi, mais tu es ingénieur, tu connais les enjeux d'un atterrissage, et on va se poser dans 1 minute. Alors bon, tout va bien, je suis normal. Et puis, on m'a toujours dit, le plus grand choc de ma vie, c'est quand je suis arrivé en Inde. Alors voilà, je ne voulais jamais m'y rendre, et j'y arrive. Je viens de sortir du hall principal de l'aéroport. J'ai les yeux qui piquent, l'air est chaud. Quelque chose d'acide flotte dans l'air que je respire. J'ai attrapé ma valise au quai de déchargement des bagages sans aucune difficulté. Aucun obstacle, ça roule. L'architecture est agréable. Je lève la tête. Je découvre de grands piliers en forme de nénuphars qui soutiennent les plafonds. Ils ont quelque chose de gaudi dans leurs lignes, une beauté organique, souple, presque végétale. Mais ce qui frappe le plus, c'est de croiser des gens partout. On se croirait à la sortie d'un match de foot durant la Coupe du Monde ou à la fin d'un concert de Madonna. C'est rempli d'individus, mais ce n'est pas le même public que d'habitude. Tous les hommes portent des chemises blanches ou bleu clair et toutes les femmes portent de longues robes de couleurs pétantes, les traditionnelles saris. Avant de venir, je me suis renseigné sur tout ce que j'ai pu sur le pays. Mais je me suis totalement perdu. J'ai lu tellement d'informations sur tout et dans tous les sens. L'hindouisme compterait plus de 33 millions de divinités. J'ai sauté ce chapitre. J'ai appris au passage que plus de 980 avions décollent chaque jour et plus de 100 000 passagers transitent juste là où je me trouve. J'ai aussi lu qu'on ne voit pas beaucoup de gauchers en Inde. L'usage de la main gauche, c'est réservé aux actes impurs, c'est-à-dire pour la toilette. Il est assez mal vu de l'utiliser pour des gestes courants. J'ai également retenu que la notion de galanterie n'existe tout simplement pas. On ne fait pas la bise, on ne se serre pas la main. Paradoxalement, l'espace vital individuel n'existe pas. Même si on ne se touche pas quand on se rencontre, il faut toujours se serrer et se coller à son voisin dans toutes les files d'attente pour éviter de perdre sa place. Il ne faut pas toucher la tête des enfants non plus, c'est sacré. Il est aussi malvenu de se mettre en colère. Chez nous, en Occident, on hoche la tête de haut en bas pour dire oui et de gauche à droite pour dire non. En Inde, on remue la tête comme un pendule pour signifier le tout à la fois, oui et non. Peut-être oui et peut-être non. Pour mieux comprendre la fine différence, il faut faire attention à 2 éléments. La vitesse du balancement et la position des sourcils. Plus les sourcils sont hauts et la tête bouge vite, plus le oui serait affirmé. Merde, je me demande comment je vais faire. Déjà, d'une part, je n'ai jamais mené de négociation pour un contrat d'achat de matériel, et en plus, si je dois le faire dans une culture pareille, là, je me sens complètement paumé. Le plus difficile, je trouve, quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, c'est de se mettre en route. Car au début, on ne trouve rien. On va là où il ne faut pas et on a toujours l'impression qu'on va tomber dans un guet-apens et de se faire arnaquer. Particulièrement quand on commence par changer de l'argent. On sait pertinemment que toutes les offres sont mauvaises. Mais il faut bien commencer par un bout lorsqu'on arrive. Comme j'ai quelques dollars avec moi restés d'un précédent voyage touristique, je les troque contre des roupies dans un des nombreux kiosques qui se trouvent dans le hall. Je perds au change. Mais c'est décidé, il faut que j'avance. Je me retrouve avec une grosse liasse de billets crasseux couverts d'inscriptions étranges que je ne comprends pas. Mais ce que j'aime bien dessus, c'est Gandhi. On voit sa tête, elle est imprimée sur la droite, en grand. Je quitte le hall et j'arrive sur le grand trottoir où tout le monde charge et décharge ses valises. Je suis dans une foule en mouvement. La première chose que je fais toujours quand j'émerge d'un aéroport, c'est de me dégager à gauche ou à droite. Généralement, je pars un peu à droite en direction de la route pour avoir un peu de recul sur ce qui se passe. À cet instant, j'essaye surtout de commencer par sortir de la marée humaine qui se jette sur moi et qui veut m'embarquer dans toutes sortes de combines. Je dois prendre quelques minutes pour y voir plus clair. En fait, ça va assez vite.
je découvre immédiatement plein de taxis. Ils sont tous noirs avec un toit jaune. Je crois qu'on les appelle les abeilles de Mumbai. Il existe encore un vieux modèle qu'on aperçoit parfois, le taxi Padmini, produit par Premier Automobile sous licence Fiat. J'ai de la chance, j'en ai un devant moi. Je me dis, c'est la bonne affaire, prix standard, voiture de tout le monde, sans confort, et je vais me fondre dans la masse. Plein de détermination, je me faufile dans sa direction en zigzagant pour éviter tous les gens sur mon passage. Je tends ma valise au chauffeur qui m'avait déjà vu venir. Il ouvre le coffre arrière et la jette dedans. J'ai tout de même un grand doute quand je le vois refermer son coffre à l'aide d'un élastique. Allez, bon, en route, on y va, c'est parti. Je saute à l'intérieur. Quand je claque la porte, on dirait le vieux four de ma cuisine. Je suis aussi dans une boîte de conserve. Le siège est tellement usé que je sens les barres tubulaires dans mon dos. Et le degré de décoration est exceptionnel. Je suis plongé dans une déco céleste fantastique. C'est peut-être le paradis indien, ou peut-être simplement un moyen pour vivre dans un autre monde, loin de l'extérieur, ou peut-être encore pour ne pas trop voir ce qui se passe dehors. Bon, arrête ton délire de toujours tout imaginer. C'est juste une déco, c'est tout. En fait, je trouve cette déco très bien. Ça colle avec l'ambiance et c'est même apaisant. Car maintenant, on roule pour traverser la ville. On est entouré d'un trafic extra dense. La conduite est mi-fluide, mi-brutale. Je suis dans une fête foraine sur le terrain des autotamponneuses. On tourne à gauche, à droite, mais sans jamais se toucher. Je commence à tout voir en réel, tout ce que j'ai aperçu depuis le ciel. J'ouvre l'œil. Bon, pour moi, ça reste quand même effrayant. C'est comme depuis là-haut, mais maintenant à une plus petite échelle, ou plutôt dans un rythme différent. Mon esprit essaye de tout saisir, tout ce qui lui arrive, mais une chose après l'autre, à la suite. Dans un taxi, perdu dans une culture inconnue, il faut toujours essayer de parler au chauffeur. C'est souvent comme ça qu'on obtient de bonnes infos sur l'endroit où l'on se trouve. J'ai commencé par lui donner l'adresse de l'hôtel. Il est situé sur la pointe sud de la péninsule de Mumbai, tout près de la porte de l'Inde et du Taj Mahal Palace. J'enchaîne sur le traditionnel sujet de la météo, pour engager un petit peu la discussion. Il me laisse entendre que c'est très difficile. Cela fait des jours et des jours qu'il ne pleut pas, la pollution s'est accumulée, cela devient impossible de respirer. Je me sens un peu rassuré sur mes premières impressions. Je ne suis pas complètement à côté de la plaque. Mais maintenant, je ne parle plus car je regarde par la fenêtre sous le rideau rose pétant orné de pompons en laine qui se balance. Il est fixé avec du scotch sec qui a craquelé sur toute la bordure de la porte. Je suis en mouvement et je réalise que je viens d'arriver dans un endroit mais totalement nouveau. Et j'ai l'effet du syndrome du pèlerin qui recommence. Une sorte de prise de conscience cosmique. Dans cette atmosphère particulière, tous mes sens s'éveillent et mon esprit décolle comme une fusée. J'essaye de me dire que je suis comme tout le monde, que tout est normal, mais impossible. Je me vois sur l'immense planète ronde, elle s'appelle la Terre. Elle file à 400 km/h dans l'espace, elle tourne sur elle-même, en cercle infini autour d'un soleil. Et moi, je ne suis qu'un grain de sable insignifiant, qui ressent à cet instant son corps tout entier, de ses orteils jusqu'à la pointe de ses oreilles, en respirant des odeurs bizarres. Ça doit être le décor de la voiture qui me stimule comme ça à la vitesse grand V. J'essaye de regarder dehors pour reprendre contact avec la réalité. La première chose que je découvre, ce sont les façades des immeubles. On dirait une scène de guerre. Les murs sont fissurés, noirs, usés à mort avec des tôles rajoutées un peu partout. Tout est recouvert d'une crasse terrible. On voit aussi des bâches en plastique bleu. Ça doit être une solution de secours utilisée pour boucher les toits percés. Je peux compter des milliers d'antennes paraboliques. Elles sont plantées n'importe où, partout où la place le permet. Elles sont grises et sombres. La plupart des constructions sont recouvertes d'une couche verdâtre de moisissures. Et là, au milieu, de la lessive suspendue partout, sur les fenêtres, sur les balcons, sur des fers à béton rouillés et sur beaucoup de formes de trucs que mon cerveau ne reconnaît pas.
Des milliers de climatiseurs rectangulaires sont accrochés contre les façades comme des sortes de gros stéréos avec l'apparence d'un haut-parleur rond muni d'une grille. On ne pige ni comment ils sont fixés, ni comment ils tiennent sur les murs. On roule toujours. Je baisse les yeux pour regarder les détails sur le bord des rues. Je ne vois rien, je ne comprends rien. C'est une organisation galactique paradoxale ou un Big Bang qui vient d'exploser sur le sol. Je n'ai plus aucun repère. On s'arrête à un feu rouge et j'opte pour une nouvelle stratégie spontanée. Je prends une photo par la fenêtre, au hasard, sans me poser de questions. Et dans le taxi, je la regarde en détail en zoomant dessus avec mes doigts pour mieux l'examiner. Je me déplace à gauche, à droite, pour discerner les détails de tout ce qui se trouve là dehors, comme une sorte d'arrêt sur image pour essayer d'ouvrir les yeux. Comme bien souvent, je n'arrive pas à comprendre ce que je vois. Même en 6 mois de travail pour un décor de cinéma, j'ai l'impression qu'on ne pourrait jamais atteindre un tel degré de composition. Au premier plan, des conteneurs à poubelles occupent l'espace. Sur la droite, ce sont les roues d'un grand camion. Il est chargé de matériel. Il a comme reculé sur la photo. Je ne discerne toutefois pas la cabine du véhicule. Mais il a une bâche sur la plateforme arrière, brune et tendue avec des cordes. Je distingue aussi 3 vélos juste derrière. Ils sont dans 3 positions différentes. Le premier semble léviter en plein air. Celui qui est au centre a dû être repêché de la mer, car il est terriblement rouillé. Je zoome toujours sur la photo et je me déplace. Je découvre encore de la lessive qui sèche n'importe comment sur un balcon. Le balcon, lui, est suspendu sur une façade d'un mur complètement fissuré. Comme partout, la peinture est craquelée et noire. Devant la bâtisse, c'est une barrière en pierre ou un tas de cailloux. Impossible de savoir, car une sorte de capote en caoutchouc épais cuit au soleil par-dessus. Ah oui, et juste plus haut, encore de la lessive suspendue, mais sur un fil. Il est tendu sous un toit qui est en train de s'effondrer. On dirait qu'il est soutenu par les multiples câbles électriques qui, eux, partent dans tous les sens en direction du ciel. Et encore un morceau de bâche bleue dépasse d'un toit. Devant, sur le sol, c'est le chaos total. C'est rempli de détritus. Une sorte de planche en bois se compose de poutres assemblées par 3 traverses clouées, mais tout est éclaté. On dirait une vieille porte de château abandonnée. Je vois aussi des sacs, peut-être des sacs de riz ou des sacs poubelles. Au milieu se trouve une grande boîte en plastique transparente déposée entre un tronc d'arbre et des chiffons. Soudain, à ma grande surprise, j'aperçois un homme. Il est là, de dos. Je ne l'avais pas vu. Il a comme une serpillière verte sur la tête. Je continue à écarquiller les yeux. Je ne l'avais pas vu non plus. Au centre du décor, une croix tombale se dresse silencieuse. Elle est pourtant bien grande et blanche, avec l'image d'une tête de Christ dessinée dessus. Mais qu'est-ce qu'elle fout là? Je relève la tête. Tout tourne maintenant dans mon esprit. Surtout la croix blanche au milieu. Les yeux encore fixés dehors, ça défile. Et toutes les demi-secondes, c'est un nouveau décor. Quelques instants plus tard, on passe sur un pont. Le choc total. C'est une immense rivière verte remplie de détritus, avec une eau très noire au centre, visiblement des égouts. Une horreur. Et cet immonde cours d'eau part dans une décharge remplie de maisons sur la gauche. À côté du pont, une énorme conduite en métal traverse aussi la rivière. Elle est posée sur des piliers en béton. Dessus, un jeune homme court en caleçon gris-brun. Il est complètement trempé et il doit être sorti à l'instant de cette eau obscure et immobile. Je fixe cette étendue de liquide, mais je n'arrive pas à dire si elle est fluide ou visqueuse. On pourrait presque croire qu'elle est figée par quelque chose qui se trouve dedans. Mais on ne sait pas quoi. Dessus se trouvent aussi des barques avec des pêcheurs ou filets et à la canne en bois. On vient de finir de traverser le pont. On est maintenant sur une grande autoroute, bondée de véhicules sur 3 voies principales. On roule à 80 à l'heure. Et tout près de la voiture, toujours à travers la fenêtre entr'ouverte, des bâches défilent très vite, tendues contre la glissière et la bordure de la route. Ce sont des tentes de fortune. J'aperçois des enfants et des gens couchés qui dorment dessous. Le chauffeur dépasse un immense bus qui n'a pas de vitres aux fenêtres, mais auquel de nombreuses personnes sont agrippées, à moitié dehors au vent.
Il me lance un mot sans quitter les yeux de la route. Dharavi. Je n'arrive pas à prononcer un seul mot. Juste dans ma tête, je me dis « Alors, c'est ici Dharavi. Mais Dharavi maintenant vu depuis la terre. » Et je me revois dans l'avion et je me dis intérieurement « C'est aussi noir ici en bas que depuis là-haut dans le ciel. » On continue encore 40 minutes avant d'arriver sur la pointe sud de Mumbai où se trouvent tous les grands immeubles d'un autre monde. Le décor a complètement changé. On a suivi la côte par la grande avenue bordée de palmiers, avec ses trottoirs propres, et je réalise seulement maintenant, en sortant du taxi devant l'hôtel. Ah oui, c'est juste, on roule à gauche ici.